Bonjour, merci de votre accueil. Nous venons vous présenter un projet qu'on a intitulé Closing Words Initiative et qui est un projet qu'on baptise également The Last Startup. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Oui, c'est donc The Last, au sens pas la dernière, la plus récente, mais la dernière start-up, la dernière de l'humanité, comme on le présentait dans notre petite vidéo introductive avant d'arriver ici à Blend. Alors, c'est surtout pas dire que notre start-up elle est tellement géniale qu'elle se substitue à toutes, mais en tout cas, elle prend en compte un certain nombre de problèmes qui sont les nôtres actuellement dans le monde. Et par rapport à ce diagnostic-là, on a essayé de bâtir un programme qu'on a baptisé Closing Words. Alors, on va partir d'abord d'une expérience très, très concrète que l'on vit. Moi, je viens de Bolivie, je viens de La Paz. Dans les alentours de La Paz, de la capitale, il y a des glaciers qui sont déjà fondus. Moi, je suis né avec des glaciers qui avaient une identité, notamment dans les cultures andines, c'est très fort. Et ces glaciers, ces montagnes sont en train de disparaître. Et effectivement, il n'y a pas une seule journée qui ne se passe sans avoir une référence très concrète à ce que nous disent les montagnes aujourd'hui sur leur état, sur leur disparition, sur leur crise et finalement sur leur effondrement. Donc c'est quelque chose de très tangible. On est en train de le vivre encore plus près d'ici, dans les Alpes, où il y a des situations assez catastrophiques. Et ce qu'on a voulu faire, c'est prendre ça au sérieux, non pas comme une sorte de contexte finalement assez vague ou assez large, mais comme l'objectif finalement principal des organisations de demain, des entreprises de demain. Alors du coup, il y a deux conceptions qui s'opposent sur le futur et l'avenir de nos sociétés. Je pense qu'il y a celle de l'innovation et celle effectivement des climatologues. Effectivement, moi j'ai travaillé comme chercheur notamment pendant 3 ans chez INRIA. Donc INRIA, vous connaissez peut-être, c'est le grand centre de recherche en France dédié à l'informatique. Le sous-titre de l'institut, c'était les créateurs du numérique. Et quand je travaillais là-bas, évidemment, le futur de demain, c'était un futur tout numérique, celui de la smart city, de la blockchain, des objets connectés, de la smart city avec des objets connectés reliés par des blockchains et s'échangeant des smart contracts au hasard. Des choses comme ça qui peuvent être sur le papier extrêmement intéressantes. Mais par ailleurs, moi, je m'intéressais déjà à la question de l'Anthropocène, donc cette nouvelle époque géologique dans laquelle nous serions rentrés, avec les conséquences que nous connaissons sur le réchauffement climatique et beaucoup d'autres choses, le franchissement des grandes limites planétaires. Et le futur, par contre, posé par les climatologues et les chercheurs d'autres disciplines, étrangement, ne ressemblait pas au futur des informaticiens. Et donc, ça m'a intéressé, à titre personnel, d'essayer de remettre ces deux futurs ensemble et de penser justement les choses et de penser, de réencastrer d'une certaine manière ce futur tout numérique dont j'imagine on a dû beaucoup parler au cours des heures qui ont précédé et duquel on parlera demain, de le réencastrer dans finalement peut-être une transformation plus large ouverte par l'Anthropocène. Et là, effectivement, ça nous oblige à repenser beaucoup de choses. Alors effectivement, quand on va voir les entreprises, les cadres dirigeants des entreprises nous disent non mais la réalité, la vraie réalité du monde, c'est celle-là, c'est nous qui faisons la réalité. C'est là où se passent les choses concrètes, c'est là où les gens vont avoir leur salaire à la fin du mois, etc. Et donc c'est ça la réalité. Et de l'autre côté, quand on va voir, nous les chercheurs, les gens qui travaillent sur l'Anthropocène, cette nouvelle ère géologique qui ressemble énormément à une sorte de fin d'effondrement civilisationnel, les chercheurs nous disent non, la réalité c'est tout autre, c'est la disparition des espèces, c'est la disparition. Donc finalement on a deux réalités et on s'est demandé est-ce que ces deux réalités pouvaient être conciliables effectivement. Et nous personnellement, individuellement, chacun de notre côté mais aussi ensemble, on adorerait que le premier futur, la première promesse soit la bonne. C'est-à-dire que l'innovation, l'IA, les objets connectés vont nous sortir d'affaires. Nous avons géré des projets technologiques,
On a été incubé, moi j'ai été incubé, j'ai même été incubé, j'ai même gagné des prix d'innovation d'entreprises innovantes, etc. Moi j'étais chercheur chez Inria, comme j'indiquais tout à l'heure. J'étais l'initiateur d'un grand projet dans le domaine du web sémantique. Je crois qu'il y a TIPAC en parallèle. J'ai déjà exprimé en plénière de TIPAC en 2010. J'ai initié le projet DBpedia francophone, pour celles et ceux qui connaissent, qui est un grand projet dans le domaine du web sémantique. J'étais l'architecte de la plateforme numérique d'une fondation d'art contemporain qui est la fondation des Galeries Lafayette, qui est un outil d'archivage sémantique. Et puis j'ai aussi consacré ma thèse en philosophie à l'architecture du web. Donc le numérique, au départ, j'aimais vraiment ça. Voilà, on est attaché au numérique, on est attaché nous-mêmes à nos objets techniques. Le numérique même nous rapporte de l'argent. Donc voilà, nous, on adorerait personnellement, individuellement, croire à ce premier futur. Et quand on nous explique les choses, quand on nous interpelle sur cette question-là, on nous dit mais pas de panique, on a inventé déjà un terme qui est fabuleux, qui est celui du développement durable. La solution s'appelle le développement durable. C'est-à-dire qu'on peut faire et en même temps de l'objet connecté et en même temps, sans faire de référence directe à un certain nombre de discours ces dernières années, prendre soin du Mont Blanc. Et notamment qu'on peut très bien imaginer qu'il y a des applications qui connectent le Mont Blanc au web pour pouvoir suivre son évolution et conscientiser les masses d'individus que nous sommes. Donc tout est possible. La technologie est totalement conciliable. Les deux futurs, finalement, sont conciliables. Mais il y a quand même un problème avec ce fameux « et en même temps », et c'est ce qu'on voudrait défendre ici. Oui, effectivement, il y a plusieurs problèmes qui se posent, notamment des problèmes de temporalité, des problèmes liés à l'énergie. Par exemple, sur le développement des énergies dites renouvelables, qui ne sont pas forcément toutes entièrement renouvelables. Ce qu'on observe, ce que les historiens ont observé depuis la révolution industrielle, c'est par exemple le fait que les énergies ne se sont jamais substituées les unes aux autres. C'est-à-dire que proposer de nouvelles sources d'énergie, ça n'a jamais abouti à la substitution aux anciennes sources d'énergie. Ça s'ajoute simplement au mix, et le mix, finalement, dans l'absolu, devient de plus en plus large, et donc les émissions deviennent également de plus en plus larges. On consomme aujourd'hui énormément de CO2, et avec d'ailleurs des mesures, enfin on produit énormément de CO2, et on consomme énormément de charbon notamment, qui pouvait sembler être un élément, une source d'énergie du passé, et en fait on voit aujourd'hui que c'est un enjeu pour plein de politiques, pas seulement aux États-Unis, mais en Chine ou encore ailleurs, chez nos voisins allemands aussi. Donc c'est pas du tout une source d'énergie qui est dépassée. Donc la substitution de ce point de vue-là n'interviendra pas. D'ailleurs, on le voit en Chine, hein, quand il y a des pics de consommation électrique, il n'y a pas suffisamment d'énergie nucléaire pour répondre à cette demande. Et qu'est-ce qui permet d'augmenter la production électrique ? Le charbon. Donc finalement, paradoxalement, même aujourd'hui, en 2018, le charbon se substitue à l'énergie nucléaire dans certaines situations critiques. Et puis on a des problèmes liés évidemment à ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors, personnellement, j'ai contribué à un rapport pour une sobriété numérique qui a été rendu public début du mois d'octobre, rapport du Shift Project, donc qui analyse un petit peu l'impact du numérique en termes environnementaux et les tendances qui sont liées à cet impact, qui tend à augmenter de manière assez dramatique. Et le problème là, c'est qu'effectivement, on est concerné par ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire qu'avec le numérique, effectivement, on a une technologie qui est devenue de plus en plus efficiente au fil du temps. Mais ce qu'on sait depuis la révolution industrielle, et là ça concernait déjà le charbon et son usage à l'époque, c'est que plus on essaye d'optimiser une technologie, plus on essaye de la rendre efficiente, et plus en réalité, à la fin, on consomme des ressources, on consomme de l'énergie pour alimenter en fait cette technologie. Effectivement, nos ordinateurs sont de plus en plus puissants, nos microprocesseurs et nos transistors sont de plus en plus petits, de plus en plus puissants eux aussi, mais comme on en utilise de plus en plus, eh bien, dans l'absolu, on observe une croissance de la demande en énergie liée au numérique. Et ça devient de plus en plus important, et les usages font en l'occurrence exploser cette demande, et effectivement, on est sur des tendances croissancistes, pourrait-on dire, extrêmement importantes. Alors, il y a quelque chose qu'on nous dit aussi très souvent, c'est mais ne nous inquiétons pas trop, parce que dans tous les cas, quand on génère des externalités négatives, on peut les compenser, le fameux paradigme de la compensation, par des externalités positives. Le truc le plus incroyable qui soit, parce qu'effectivement, quand vous allez à la rencontre de ces gens qui gèrent les fameuses
forêts qui ont été replantées, par exemple au Brésil, pour se substituer, pour compenser la consommation de CO2 de grands groupes industriels français notamment, on se rend compte qu'il ne suffit pas juste de replanter des arbres pour dire que tout a été compensé. En fait, il y a une erreur que les économistes font depuis des années, c'est de penser que entre les externalités positives et les externalités négatives, il y a une différence de degré, alors qu'en fait, il y a une vraie différence de nature. Ce n'est pas la même chose des externalités positives que des externalités négatives. Les externalités négatives, on ne peut pas les compenser avec de l'argent ou avec des substitutions très partielles qui sont d'ailleurs, beaucoup de chercheurs le disent, complètement inutiles ou voire même parfois destructrices d'autres écosystèmes, quoi. Alors on nous dit aussi, Alexandre, ça plusieurs fois on nous l'a dit, hein, mais il suffit juste d'avoir un peu de temps pour changer de système productif, de passer à une économie circulaire ou autre. Je ne sais pas, est-ce que ça suffit comme argument? Et effectivement, on voit qu'on a affaire à plein de paradoxes en termes de temporalité. Avec ces problèmes de changement climatique et d'évolution plus large que simplement le climat. On pourrait parler évidemment de l'acidification des océans, de bien d'autres choses. Certaines études ont montré récemment, une étude du MIT notamment, que si la transition énergétique se poursuivait au rythme actuel, elle prendrait un peu plus de 360 ans. Ce qui n'est pas tout à fait ne correspond pas aux 2 ans ou aux 12 ans dont nous parle le GIEC là, récemment. Mais en même temps, le problème, c'est que si on accélère la transition énergétique et qu'on se met à développer plein de nouvelles industries et qu'on produit plein de panneaux solaires et plein d'autres choses, je ne sais pas, des centrales nucléaires, d'autres centrales, qu'on essaie de développer d'autres technologies, eh bien, on va avoir une surémission de carbone pendant le temps où on va mettre en place ces innovations, alors que c'est le moment où justement nos émissions de carbone doivent décroître parce qu'après on aura atteint des seuils où on sera dans des tendances irréversibles. Donc si on va à la vitesse actuelle, c'est trop lent. Et si on essaye vraiment de prendre les taureaux par les cornes, ça va être trop rapide, on va émettre trop de CO2 et donc on sera pris dans tous les cas. Donc là, on a des difficultés qui sont assez importantes. Juste pour indiquer que ces paradoxes temporels, ce n'est pas simplement des choses que moi je note, mais que même les acteurs eux-mêmes envisagent. Un récent rapport de Eurofusion, qui est un organisme qui pilote les recherches en matière de fusion nucléaire, donc pour faire de l'énergie propre, infinie, etc., à l'échelle européenne, qui disait ceci, que les premiers réacteurs, les prototypes de réacteurs seraient disponibles à peu près en 2050, en fait 2054, quelque chose comme ça, et que les réacteurs industrialisés seraient disponibles 40 ans plus tard, donc en 2094. Sachant qu'il y a des études dans Nature qui montrent qu'en 2100, à peu près 70 à 75% de la population mondiale sera exposée à des températures létales. Donc en termes de temporalité, il y a comme un problème. Mais ce que notaient les auteurs du rapport, qui était assez drôle, ils disaient qu'il faut se dépêcher de faire advenir ces technologies et de convaincre le public qu'elles sont utiles, parce qu'à l'échéance 2050, peut-être qu'il n'y aura plus d'industrie nucléaire. Donc c'est-à-dire qu'ils exposaient, ils disaient voilà, il faut qu'on progresse dans cette industrie, mais en fait peut-être qu'elle n'existera plus parce qu'effectivement c'est une industrie aujourd'hui qui n'a pas forcément d'avenir, y compris d'avenir économique, et qu'en plus ces projets, notamment de fusion, nous ne sommes pas assurés que technologiquement nous pouvons les mener à bien. Donc ces problèmes-là sont aussi des problèmes très concrets auxquels s'affrontent en fait les ingénieurs qui sont dans toutes ces filières. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là si la situation est tellement urgente que finalement il faut démystifier le fait que enfin on va voir la vraie révolution technologique qu'on attend depuis l'histoire de l'humanité, la dernière qui vraiment, bon peut-être qu'elle va polluer un peu, mais on vous promet c'est la dernière, Cette année, c'est la bonne. Après ça sera nickel, on sera propre, etc. On a du mal à croire à ce diagnostic-là, donc il y a des choses à démystifier. Et pour essayer de ne pas rester à ce diagnostic assez finalement effrayant et qui est pour autant très réaliste et soutenu par de la recherche académique assez large, hein, ça c'est déjà maintenant étayé par plein de rapports, comme tu l'as dit, Alexandre. Alors, on n'a pas voulu en rester là. Et donc, lors d'un voyage qu'on a fait pour justement un séminaire de travail sur la question de l'Anthropocène, on était à Londres. Et un projet de recherche sur les blockchains. Ouais, voilà, exactement. Et donc, on voyait justement ce Londres rempli d'infrastructures extrêmement lourdes, avec des patrimoines financiers assez impressionnant, des Rolls-Royce partout, des banques assez incroyables. Et on s'est dit, mais comment on va pouvoir faire atterrir tout ce monde-là, toutes ces infrastructures-là, comment on peut les amener
à prendre en considération toutes ces réalités qui sont apposées ici aujourd'hui par les chercheurs. Comment finalement on va hériter de la capitale d'un empire qui n'est plus la capitale d'un empire, donc qui a dû se constituer à partir justement des externalités négatives qu'elle envoyait chez les autres, en l'occurrence les colonies, en récupérant des matériaux, en récupérant des personnes, en récupérant de l'argent, ce qui a permis d'édifier justement cette capitale aussi impressionnante, aussi démesurée, pourrais-je dire, au moment même où finalement on était peu de temps après le vote du Brexit, au moment où elle veut redevenir une île et donc vivre sur son territoire uniquement, alors qu'elle a toujours vécu finalement, en tout cas dans l'histoire récente, en tant qu'empire justement, en tant que capitale d'un empire, à partir de son expansion et via son expansion. Donc si on n'a plus le charbon de la révolution industrielle, si on n'a plus le pétrole qui permet de faire tourner le commerce international, qui permet d'aller à droite, à gauche, etc., etc., si on n'a plus l'empire et tout ce qui va avec, si on n'a plus non plus les perspectives du progrès, alors même que cette ville n'existe que parce qu'elle s'inscrit dans ces mouvements-là, qu'est-ce qu'il va advenir demain ? Et la question était d'autant plus urgente que les Londoniens ou les Anglais ou les Britanniques avaient choisi d'une certaine manière eux-mêmes de faire atterrir brutalement Londres et leur pays, sans forcément d'ailleurs avoir en tête toutes les conséquences d'un tel geste. Alors du coup, on va vous proposer un certain nombre de directions qui sont celles auxquelles nous avons réfléchi et qui consistent en fait à faire atterrir tous nos projets technologiques, tous nos rêves et nos promesses technologiques pour enfin prendre au sérieux ce qui se passe aujourd'hui au niveau de ce qu'on appelle l'anthropocène et plus largement le changement climatique et tout ce qui va avec. Quand on parle de faire atterrir, on reprend une expression qu'on emprunte aussi à Bruno Latour, une expression qu'on aime bien dans son dernier livre qui s'intitule « Où atterrir ?», où là cette image finalement qui a emprunté un film récent de Clint Eastwood, Sully, où on a un pilote qui ne peut plus atterrir. Il n'a plus de terre finalement pour atterrir. Lui, ce qu'il explique, c'est que nous n'avons plus la terre qui a permis jusqu'à présent, le globe en fait, qui a permis de supporter le progrès dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, dont le numérique est finalement l'ultime avatar, et que la Terre, avec son fonctionnement réel, qui commence aujourd'hui à finalement nous donner des boucles négatives nous envoyer des boucles négatives en pleine figure, avec le réchauffement climatique, l'anthropocène, etc., etc. Finalement, c'est sur cette Terre-là que nous allons atterrir. On ne peut pas atterrir de la même manière sur le globe le globe du progrès, le globe du développement ou sur la Terre de l'anthropocène. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est une fois qu'on a fait ce diagnostic que l'on partage, c'est de savoir comment justement on va atterrir. Alors on va vous présenter 4 directions et ensuite 5 types d'accompagnement qu'on envisage pour les organisations qui sont dans cette crise de réalité. Alors la première, c'est frontalement, il faut le dire, il y a des innovations à ne pas faire advenir. C'est ça. On pose par exemple aujourd'hui la question de la fécondité. En disant il y a trop de gens sur Terre, il va falloir faire en sorte qu'il y ait moins d'habitants sur Terre demain, donc faire diminuer par exemple le nombre de naissances. Moi, ce que je réponds à ça généralement, c'est avant de faire avorter les femmes ou de prendre des mesures contraignantes à leur endroit, parce que c'est ce que ça signifie très concrètement, en tout cas jusqu'ici, peut-être qu'il faudra mieux faire avorter les innovations. Et par exemple, on attend 50 à 100 milliards d'objets connectés à échéance 2050. On sait d'ores et déjà qu'on n'a pas les moyens de les faire advenir. On sait d'ores et déjà, si vous demandez ça à un électronicien vous dit on n'a pas assez d'énergie pour les faire fonctionner. Il y avait un article sur le site d'INRIA, mon ancien institut de recherche donc, qui expliquait que demain, chaque parcelle sur Terre, chaque centimètre carré sur Terre, ou chaque mètre carré, peu importe, serait connecté. Tout va être connecté, toute la surface de la Terre serait connectée. Et à la fin quand même de l'interview, le chercheur disait « Mais le seul souci, c'est que pour faire ça, on va devoir construire des tas de centrales nucléaires. » Alors je pense qu'il n'a pas le business model en tête, parce qu'en fait, actuellement, je ne sais pas si c'est Areva qui va les construire, mais moi, je ne mettrai pas mes actions dedans. Il suffit de regarder d'ailleurs comment ça se passe en bourse aujourd'hui. Et par ailleurs, si on construit autant de centrales nucléaires, il faut déjà on n'a vraisemblablement pas les moyens de le faire. Ça suppose de s'occuper des déchets et aujourd'hui on n'arrive pas non plus à le faire. Donc en fait, ce sont des plans qui sont tout à fait irréalistes. Donc effectivement, 50 à 100 milliards d'objets connectés, peut-être que ça n'a tout simplement plus de sens. Peut-être qu'en fait, ce n'est pas l'avenir, mais c'est l'avenir du passé. C'est l'avenir
tel qu'on l'a imaginé il y a encore quelques années, tel que IBM, Cisco et d'autres l'ont imaginé il y a quelques années, mais qui en fait ne correspond pas finalement à la Terre qui est celle de l'Anthropocène et qu'il vaut mieux ne pas faire advenir parce que nous savons d'ores et déjà aujourd'hui que nous n'avons pas les moyens de le soutenir. Et quand on en parle aux chercheurs, d'ailleurs, ils le reconnaissent. Donc en fait, finalement, on peut envisager non plus l'obsolescence programmée, l'obsolescence à programmer. Par exemple, on pourrait se mettre d'accord sur des innovations qui sont sur le point d'être mises en place et sur lesquelles collectivement on peut dire non, on n'a pas les moyens de le faire, on ne peut pas non plus prier juste dans notre coin pour que ça passe d'un point de vue climatique, pour que ça passe d'un point de vue énergétique, que ça passe un peu d'un point de vue des ressources minières qui y sont associées. Et je ne sais pas, un exemple, c'est la voiture autonome. On en a des collègues chercheurs à nous ont travaillé récemment sur une question qui est liée au fait que si on veut absolument faire advenir la voiture autonome, il faut changer toute la configuration des villes, des routes, de l'urbanisme, des parcs, etc., même de la logique d'organisation du piéton vis-à-vis de la voiture. En fait, il faut mettre la société au diapason de la voiture autonome et non pas la voiture autonome au diapason de nos problématiques écologiques notamment. Et donc, c'est ce que tu appelles et ce qu'on appelle aussi l'obsolescence à programmer. Il faut assumer une certaine... Alors bien sûr, l'obsolescence programmée est une catastrophe écologique, mais dans certains cas, il faut programmer une obsolescence de certaines choses qu'on n'a pas les moyens, sérieusement, de pouvoir faire advenir, ou sinon à des coûts qui sont exorbitants pour l'avenir de l'humanité. Il ne s'agit pas de produire du déchet sur des objets particuliers. Par contre, il s'agit effectivement de penser la fin de certaines lignées technologiques qui en fait sont trop coûteuses et dont les successeurs seront trop coûteux à leur tour. Tu parlais de la voiture électrique. En fait, la voiture, dès le départ, elle a été aussi mise en place pour pouvoir utiliser une nouvelle source d'énergie à l'époque très pratique, qui était le pétrole, très polluante malheureusement également. Et il a fallu, notamment aux États-Unis, complètement effectivement transformer l'architecture des villes, transformer les lois aussi pour interdire par exemple le jaywalking, c'est-à-dire le fait de ne pas traverser dans les clous, etc., etc. Donc cette grande transformation, elle a été aussi imposée par l'adoption d'une technologie dont nous savons aujourd'hui qu'elle n'est pas forcément la technologie la plus efficiente, puisque la majeure partie de sa vie, finalement, une voiture, elle n'est pas utilisée. Et aujourd'hui, ça n'est plus du tout un signe de liberté, mais au contraire, un signe d'engorgement. Et c'est plutôt, on peut le dire, une sorte d'échec que l'on veut aujourd'hui prolonger. Exactement. Alors, il y a une deuxième direction aussi, c'est répondre à la question qu'est-ce qu'on fait malgré tout de ce qu'on a déjà ici, de ce qu'on a déjà produit. Alors là, effectivement, la voie que l'on préconise, c'est bien sûr de dignifier les objets qu'on en a produits. On travaille sur un certain nombre de projets avec des gouvernements qui sont avant-gardistes sur la question, par exemple, de faire un droit des objets. C'est-à-dire que, comme dans la lignée, en tout cas dans la lignée des innovations juridiques et légales qu'il y a eu dans certains pays, notamment en Amérique latine ou en Nouvelle-Zélande et autres endroits, où on a fait des entités de nature, les montagnes, les rivières, etc., des sujets de droit, on travaille sur un droit des objets, c'est-à-dire que les objets pourraient devenir des sujets, et en tout cas des sujets de droit, qui auraient besoin en fait, d'avoir un cadre légal qui les soutient, qui les dignifie, qui les fait perdurer. Et par exemple, il serait interdit d'abandonner des objets, chaque propriétaire d'un objet, on s'engagerait à lui maximiser son espérance de vie, à prendre soin, donc à le réparer, etc. Mais ça, d'un point de vue fort et radical que permet justement la figure juridique. Donc ça, c'est une deuxième direction que l'on a. Il y a des objets un peu plus terrifiants que l'on hérite et pour lesquels on n'a pas le choix également de les transformer, en tout cas de les faire atterrir, de les faire rediriger. Et donc, par exemple, les centrales nucléaires. Oui, alors nous ne sommes pas des ludites par ailleurs. Vous vous souvenez, ces ouvriers qui, à l'image de l'Aude, sabotaient, c'est-à-dire mettaient des sabots dans les machines au moment de la révolution industrielle pour les casser, parce qu'ils voyaient bien que ces machines posaient problème en termes de travail à accomplir et de modèle économique qui allait naître de la révolution industrielle. Donc on ne veut pas saboter les éléments technologiques, ça ne sert pas à grand-chose, ça produit simplement plus de déchets. Et notre position, c'est plutôt que nos infrastructures,
tout ce qui a été nos innovations, tout ce qui a été déjà produit finalement pour le globe du développement, du progrès, de toute façon, nous devons aujourd'hui en hériter. Nous n'avons pas la possibilité de fermer les yeux dessus, de le laisser de côté. Il faut en hériter d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où on a besoin aussi de réflexion. Et l'exemple intéressant, c'est effectivement l'exemple des centrales nucléaires. Grosso modo, aujourd'hui, on arrive à une situation où, que l'on soit pro ou anti-nucléaire, finalement, c'est plus du tout la question. On n'a pas les moyens vraiment de continuer. On n'a pas vraiment les moyens d'arrêter non plus. Désaffecter les centrales aujourd'hui, ça coûte trop cher, donc on prolonge leur durée de vie. On n'a pas vraiment non plus envie immédiatement d'arrêter parce que ça veut dire aussi parfois justement faire appel au charbon, à des sources d'énergie beaucoup plus carbonées. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? Personne n'a véritablement la réponse à cette question et donc il va falloir penser aussi ces centrales comme des éléments dont on va hériter qui finalement vont devoir atterrir sur une terre, encore une fois, pour laquelle ils n'ont pas été prévus. La nôtre, finalement, la terre de l'Anthropocène. Alors, vous savez que par ailleurs, si le réchauffement climatique se poursuit, ça va être difficile de toute façon d'utiliser des centrales dans la mesure où d'ores et déjà, dans certains endroits, il fait trop chaud, donc il n'y a plus de refroidissement au niveau des fleuves et des rivières, donc ça ne fonctionne plus, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on va en faire ? Et pour penser ça, j'ai proposé notamment de repenser les communs. Donc la notion de commun, ça n'est ni le bien public qui appartient à l'État ou qui est géré par l'État, ce n'est pas non plus la propriété privée, c'est une sorte d'entre-deux. On a des ressources qui sont gérées par des communautés qui se donnent des règles démocratiques précisément de gestion de ces ressources. Et les communs, évidemment, on en parle beaucoup aujourd'hui et on en a beaucoup parlé dans le domaine du numérique avec notamment le logiciel libre, l'open source et ce genre de choses. Mais au départ, les communs, ça remonte au Moyen-Âge et ça faisait référence à la manière dont, par exemple, des paysans allaient collectivement s'occuper d'une ressource, non pas pour l'épuiser le plus rapidement possible, mais pour faire en sorte, au contraire, que la ressource soit pérenne. Et aujourd'hui, les communs sont un petit peu signes symbole de ce qui n'est pas appropriable ou ce qui ne devrait pas être appropriable, notamment la nature. Mais demain, l'image des communs va changer. Ça ne va pas simplement être des communs bucoliques que tout le monde voudrait s'approprier dans un régime capitalistique et on cherche des alternatives à ça. Ça va être beaucoup plus des éléments dont personne ne veut. Par exemple, en France, on a 19 centrales nucléaires, 58 réacteurs. Qu'est-ce qui va advenir demain lorsqu'on n'aura plus du tout les moyens de s'en occuper ? Eh bien, il faut penser peut-être ces communs. Voilà, quand on vit à côté, ou même quand on est voisin de la France, ça veut dire qu'on a un problème du côté de ces frontières. Et donc, c'est ce qu'on appelle des communs négatifs. Ce n'est pas ce que tout le monde veut s'approprier, c'est ce que personne, finalement, ne veut s'approprier. Mais demain, il va falloir quand même s'en occuper. Et on parle aujourd'hui des centrales nucléaires. On pourrait parler de plein d'autres infrastructures qui n'auront pas naturellement leur place dans le monde de demain et dont il va falloir malgré tout s'occuper. Peut-être que la vraie innovation, elle va être de ce côté-là. Alors, vous allez nous dire, mais c'est bien beau, vos idées utopiques. Alors, on n'est pas du tout utopique. En l'occurrence, on n'est même pas révolutionnaire. Parce qu'effectivement, face à ces centrales nucléaires, je dis souvent, on ne peut pas prendre Tricastin comme on a pris la Bastille, parce que imaginez que des révolutionnaires, moi en tête, nous arrivions dans une centrale nucléaire, on tue tout le monde, on guillotine tout le monde, et là, on ne sait plus quoi faire avec cet engin-là. Donc, on n'a plus. En fait, ce sont des biens qui nous engagent en fait sur notre futur d'une telle manière qu'on n'a même pas la possibilité d'y opposer une réaction révolutionnaire. C'est un petit peu ce qui s'est passé au moment des révolutions arabes. Pourquoi à la fin ce sont les militaires qui ont repris le contrôle ? Parce que ceux qui savent gérer les infrastructures, ce sont les militaires. Donc évidemment, ce savoir-là, il faut évidemment le démocratiser au maximum. Donc, et par ailleurs, pourtant, il y a des figures entrepreneuriales qui aujourd'hui sont conscientes de ça, qui ont dépassé complètement le paradigme vieillot du développement durable, du en même temps, on peut faire ci et faire cela. Et donc, on a rencontré un certain nombre de ces figures à travers nos recherches. Par exemple, Ricardo Semler, qui est un entrepreneur brésilien qui a été même plusieurs années été nommé manager de l'année par le Times, donc une très grosse figure du leadership managérial, entre guillemets. Et Ricardo Semler vous dit aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est penser la disparition des organisations. Parce qu'en fait, c'est assez étonnant, il le dit.
dans le monde entrepreneurial, on fait comme si nos organisations allaient systématiquement perdurer à l'infini dans une sorte d'espérance de vie illimitée et qui ne correspond pas en fait aux temporalités que le système Terre nous oppose. Et donc il faut savoir penser dès maintenant la disparition ou au moins la transition des modèles organisationnels, et lui défend la disparition des entreprises au profit par exemple de gestion communautaire inspirée de ce qu'il voit lui au Brésil, notamment dans les communautés amazoniennes, etc. Il y a un autre cas, c'est celui du patron de North Face, que vous connaissez peut-être, et qui lui a décidé de se dépatrimonialiser complètement, de mettre sa fortune au profit de l'achat de terres gigantesques en Patagonie, et en faire justement un bien commun pour l'humanité, notamment pour les non-humains, pour les espèces non-humaines qui sont par là-bas. Y compris d'ailleurs en détournant un petit peu le sens de la propriété privée, parce qu'il a racheté des terres, mais dans le but justement d'en faire un usage commun et de les soustraire à l'exploitation. Et on a des exemples de ce type où, comme le droit lui aussi finalement doit s'adapter, n'est pas forcément adapté notamment à la question des communs et encore moins évidemment des communs négatifs dont on parlait tout à l'heure, eh bien on est obligé de trouver comme ça des modèles un petit peu alternatifs. En France notamment, on a vu apparaître les premières réserves privées, naturelles privées, de gens qui rachètent des terres, d'associations au départ, qui rachètent des terres, qui ont élaboré un cadre juridique pour le faire, pour soustraire les terres à l'exploitation, ce qui n'est pas forcément le cas des parcs nationaux ou des parcs régionaux qui sont ouverts à la chasse, qui sont ouverts à l'exploitation du bois, par exemple, notamment de toutes les ressources qui s'y trouvent. Et avec le développement des énergies dites renouvelables, on exploite peut-être plus le bois qu'on ne l'exploitait précédemment, ce qui est un petit peu un souci parce que c'est très polluant par ailleurs. Et donc on peut voir des choses assez étonnantes dans ce paysage-là. Par exemple, on était tombé sur un couple qui a racheté il y a quelques années, je crois que c'était en 2014 ou 2015, des terres, un terrain sur le Bon Coin. Donc des particuliers qui, sur le Bon Coin, rachètent des terres, là encore, pour les soustraire à l'exploitation, pour créer une réserve naturelle privée. Donc on a plein d'initiatives de ce type qui permettent d'imaginer de nouveaux leviers qu'il faut évidemment observer, sur lesquels il faut enquêter, qu'il faut aussi encourager de manière à pouvoir demain plus facilement les répliquer. Et évidemment, à partir du moment où il devient possible de faire quelque chose, eh bien, d'autres personnes peuvent s'emparer de ce modèle, le répliquer, c'est là où ça devient intéressant et pertinent. Donc effectivement, on n'est pas du tout dans des approches, pour parler des entrepreneurs qui ont été cités, on n'est pas dans les approches à la Elon Musk visant à aller sur Mars, ou Jeff Bezos visant à aller sur Mars, ou Peter Thiel visant à prendre la nationalité néo-zélandaise, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est le pays le plus éloigné, grosso modo, sur une carte, s'il n'y a plus de communication aérienne. Donc c'est vraiment l'endroit où se planquer. Vous savez que maintenant, les gens de la Silicon Valley ne peuvent plus acheter la nationalité néo-zélandaise. Ça a été interdit par le gouvernement, parce qu'ils étaient trop nombreux à vouloir le faire. Et que, par ailleurs, pour dire que finalement, le diagnostic, au-delà des réponses qui sont apportées, aller sur Mars, terraformer Mars, etc., ce qui est un petit peu absurde. Par contre, le diagnostic par rapport à la situation difficile dans laquelle nous sommes est quand même partagé, puisque un CEO sur deux dans la Silicon Valley se fait construire aujourd'hui son bunker. Mais ce n'est pas parce que le diagnostic est partagé que les réponses qui sont apportées, que ce soit aller sur Mars ou aller dans son bunker, sont de bonnes réponses et ne sont pas au contraire des réponses paniques. Et donc, ce qui veut dire que ce n'est pas parce que ces gens-là ont un bon diagnostic qu'ils ont les réponses et la bonne manière de penser face à la situation nouvelle qui est la nôtre. Alors la question aussi, mais finalement, est-ce que c'est un programme politique ou est-ce que c'est... Non, on essaye de vous présenter un modèle entrepreneurial finalement, donc on va revenir là-dessus. Et donc on a imaginé, en fait, dans ce projet de désincubation finalement... de retour sur désinvestissement. Ouais, et 5 types d'accompagnement que nous envisageons de proposer aux organisations et aux entrepreneurs en général. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il est très difficile pour les riches qui prennent tout d'un coup conscience de l'anthropocène de se désenrichir. Et les quelques riches qui ont pris en pleine face l'anthropocène à la lecture de rapports, parce qu'au bout d'un moment, ils ont commencé à lire les rapports, ils ont commencé à lire les articles dans Nature ou dans n'importe quel autre article académique de renom. Ils ont rencontré des chercheurs, des océanographes, des géomorphologues. Eux-mêmes, ils partent en vacances dans ces endroits éloignés de l'Arctique, etc., en expédition, dans des trucs invraisemblables. Donc ils ont compris qu'il y avait une situation assez critique.
Et pourtant, ils nous disent, voilà, on a du mal à se désenrichir. En fait, quand vous êtes riche, il y a ce paradoxe assez incroyable que même si vous voulez vous désenrichir, vous n'y arrivez pas, quoi. Et notamment, par exemple, il est très difficile de changer, de passer d'une propriété privée de moyens de production, d'entreprises, de fonds d'investissement, etc., vers des communs. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu. C'est quelque chose qui est pratiquement impossible à faire aujourd'hui. Donc, il y a un accompagnement juridique que l'on propose pour dépatrimonialiser justement les patrimoines qui ont compris cette question de l'anthropocène et qui décident d'atterrir. Il y a un deuxième volet qui est celui du désinvestissement aussi, des investissements envers notamment les industries carbonées. Là, il y a plusieurs organisations qui militent dans ce sens-là et qui sont composées d'ingénieurs, de techniciens qui sont capables aujourd'hui de faire rentrer le paradigme du désinvestissement dans les entreprises et pas juste que ça soit une thématique politique. Il faut que ça soit à l'intérieur de l'entreprise. On envisage également des accompagnements en termes d'organisation industrielle, parce qu'aujourd'hui, quand on va visiter des usines qui sont dans des situations assez polluantes ou d'externalités négatives, ils vous disent mais c'est pas possible parce qu'il y a une demande qui est derrière. Il y a le lean management, par exemple, qui nous empêche de pouvoir nous libérer en fait des commandes clients, etc. On est collé au marché. Et ça, c'est des situations qui sont en termes d'organisation industrielle assez problématiques. Et il faut repenser comme ça la transformation des modèles d'organisation industrielle qui sont là aussi des cadenas à la situation. On a d'autres directions, comme la désinnovation, là aussi, parce que la culture de l'innovation elle est tellement ancrée dans les paradigmes. L'innovation est devenue un espèce de champ naturel aux sociétés humaines. On ne peut pas s'en passer. C'est quelque chose de logiquement et naturellement bon, ou au mieux, dans certains cas, on dit oui, c'est neutre, on peut faire des applications positives comme négatives. Mais aujourd'hui, il y a plus que une distinction entre externalité positive et externalité négative. Il y a une question d'irréversibilité qu'on ne peut pas compenser, qu'on ne peut pas substituer et qu'il faut prendre en compte. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel à prendre en compte dans la logique de l'innovation, du start-uping, etc. Là où finalement on n'est pas non plus, on veut proposer un modèle qui n'est pas un modèle révolutionnaire, disait Diego, ou un modèle qui veut juste tout casser. Il faut raconter une anecdote par rapport à ça. Il y avait un épisode il y a longtemps de Family Guy, un dessin animé un petit peu comme les Simpsons qui passaient. Et dans cet épisode, on avait l'histoire d'un patron qui lisait Walden de Thoreau, un grand livre sur un retour dans la nature, des choses comme ça. Et donc le patron, ayant lu ce livre, retournait effectivement vivre dans la nature et tous ses employés étaient au chômage du jour au lendemain parce que le héros lui avait mis le livre entre les mains. Donc c'était une catastrophe. Évidemment, notre projet s'intitule Closing World, donc il y a une idée de fermeture, mais il ne s'agit pas de fermer uniquement pour fermer, ce n'est pas l'acte définitif, il s'agit d'apprendre à bien fermer les choses, il s'agit d'apprendre à les faire atterrir et en fait il s'agit d'apprendre à les désaffecter pour les réaffecter à autre chose. Par exemple, une centrale nucléaire, peut-être que demain, elle ne pourra plus être en fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abattre pierre par pierre, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas le genre de choses qu'on peut gérer de cette manière-là, cette manière purement destructrice. Par contre, il faut en faire autre chose, il faut la réaffecter à autre chose. Peut-être qu'il faut imaginer, comme pour le mont Uluru en Australie, en faire une espèce de périmètre sacré qu'il ne faut pas forcément approcher, ce qui est d'ailleurs un petit peu ce qui se fait aujourd'hui d'ailleurs dans le cadre de commissions qui essayent de penser l'avenir des déchets nucléaires, l'avenir des sites d'enfouissement pour en faire des lieux à nouveau tabous. Donc il faut réimaginer des choses de ce type pour demain et atterrir, ça veut dire aussi trouver des paliers finalement pour atterrir. Notre modèle, ce n'est pas un modèle agressif, j'allais dire. Il ne s'agit pas de tuer les riches, il s'agit simplement d'euthanasier le riche qui est en eux, dans une perspective où finalement la situation à laquelle on est aujourd'hui, c'est soit on est extrêmement riche comme Peter Thiel ou Elon Musk, on veut aller en Nouvelle-Zélande, on veut aller sur Mars, et on se dit qu'avec les inégalités qui se creusent, la masse des gens dans le monde a bien raison de vous en vouloir, et vous avez bien des raisons finalement d'essayer de lui échapper. Et donc il y a une espèce de course aux armements des deux côtés et à la défiance qui augmente et qui est presque légitime. Et l'idée en fait, c'est tout simplement de permettre aux uns d'abandonner cette richesse qui de toute façon demain à l'heure de l'Anthropocène ne leur servira plus forcément beaucoup parce que si le commerce international ne fonctionne plus, si les infrastructures ne fonctionnent plus, il y a peu de chances que la monnaie fonctionne encore et que la puissance passée
eh bien, se répercute à l'heure de l'Anthropocène, justement. Et donc, c'est de proposer d'autres voies et d'autres alternatives, notamment à ces gens-là. Et donc, ça veut dire de sortir aussi de cette défiance. Voilà, donc merci de votre attention. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Nous sommes là également pour défendre un certain nombre de positions qui, là, on vous a présenté tout le modèle central, mais il y a effectivement des extrapolations sur le design, le reverse engineering, sur la réaffectation et ce que ça veut dire également pour la logique du design. La redirection, comme propose Tony Fry, par exemple, grand designer australien. Donc voilà, s'il y a des questions, nous sommes là et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi pas? Alors là, je ne sais pas s'il y a des questions. C'est parti. Il y a une question. Allez-y. Oui, bonjour. Donc une petite question suite à votre intervention. Par rapport à la croissance, donc, et en quoi c'est intrinsèque à l'être humain? C'est-à-dire que quand on crée une entreprise ou quand on fait un projet créatif, on a le désir malgré tout que son entreprise croît. Et voilà, je voulais savoir si vous étiez intéressé à cet aspect-là. Et voilà, si on prend une métaphore, par exemple, si on prend une boîte de pétri, qu'on va mettre n'importe quel organisme, il va coloniser le milieu jusqu'à ce qu'il arrive au bord de la boîte de pétri, quoi. Voilà. Alors ça c'est rigolo que vous posiez cette question-là parce qu'on fait des enquêtes sur des entreprises qui refusent justement les paradigmes de croissance, voire même qui refusent le paradigme de la maximisation du profit. Et notamment, nous sommes allés à la rencontre de certaines entreprises, dont une qui a plus de 90 000 salariés, qui est en Espagne. Je ne vais pas la nommer parce qu'on n'a pas le droit de la nommer, mais en tout cas qui est une entreprise assez intéressante dans le nord de l'Espagne et qui a interdit à ses centres de services, à ses unités de production, de faire plus de 12% de profit par an, parce qu'au-delà de 12% de profit par an, vous êtes en train de faire quelque chose de mal avec soit vos salariés, soit avec votre environnement. Donc dans l'ADN, la culture organisationnelle stratégique de l'entreprise, on s'impose de ne pas aller vers une sorte de croissance infinie ou de maximisation. Donc il n'y a pas toutes les organisations, même si effectivement c'est presque devenu un langage naturel, celui de la maximisation, de la croissance, etc. Mais beaucoup d'entrepreneurs vous disent que le plus important, c'est déjà de faire exactement comme on a fait l'année dernière, que c'est pas forcément la croissance qui importe, quoi. Et pour prolonger ce que dit Diego, je pense qu'une boîte de pétri, ce n'est pas exactement un écosystème, ça n'est pas exactement non plus la biosphère, et que l'idée qu'il y a une naturalité, comme ça, une espèce de croissance qui va forcément aboutir à notamment épuiser son environnement. Alors si c'est une boîte de pétri, c'est un environnement complètement artificiel, donc de toute façon, il faut un autre environnement pour que la boîte de pétri puisse exister, et si on l'épuise, il n'y aura plus de boîte de pétri dans tous les cas. Cette idée qu'il y a une naturalité comme ça liée à la croissance, je crois qu'il a fallu toute une histoire pour la rendre effective, et que en réalité, s'il y a toujours des arbres aujourd'hui, s'il y a de l'herbe qui est apparue assez tardivement, s'il y a des plantes, etc., c'est bien parce que naturellement, il n'y a pas eu d'épuisement justement du milieu, au contraire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, là-haut, partout. Là, madame. Oui, bonjour, une question. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur la refonte d'un site web avec l'aide d'un consultant en éco-conception web. Et donc, vous disiez qu'il y avait des impacts design à prendre en compte. Alors, l'éco-conception web, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux différents enjeux que vous nous avez présentés? Est-ce que c'est est-ce que c'est positif? Est-ce que ça a un vrai impact? Ou est-ce que c'est minime par rapport aux d'autres enjeux d'utilisation d'énergie et de ressources? Alors, je vais vous répondre, d'autant plus que moi, j'ai fait ma thèse sur l'architecture du web, donc j'ai un intérêt particulier, un attachement particulier pour le web. Je connais un tout petit peu le monde de l'éco-conception. Par ailleurs, je suis dans le GDS Eco-Info qui réfléchit tout à fait à ces questions d'éco-conception, donc groupement de services du CNRS. Et j'ai créé en 2015 un groupe qui n'était pas le Web We Want de Tim Berners-Lee, mais qui s'intitule un community group au sein du W3C.
qui s'intitule Web We Can Afford, donc le web que l'on peut se permettre d'avoir pour demain. La réponse que je pourrais dire, c'est évidemment c'est toujours mieux de penser ces questions d'éco-conception et le coût finalement d'un site web, du trafic lié à un site web, ce genre de choses. Après, on peut envisager les choses sous un angle un petit peu différent, en se disant peut-être que de toute façon, c'est bien de minimiser les choses, mais pas dans l'optique de durer le plus de temps possible, de dire voilà, comme on a réussi à optimiser, on va faire durer le web un peu plus longtemps, mais de penser finalement ce web que l'on peut se permettre d'avoir, le web de demain, et peut-être que le web de demain, lui aussi, va atterrir par paliers successifs. Donc c'est bien aujourd'hui de penser à ces questions d'éco-conception, mais peut-être que demain, il n'y aura plus le web que l'on a aujourd'hui. Dans certaines parties, par exemple, de l'Afrique, on fait du web sans Internet. Il y avait des initiatives comme ça de gens proches aussi du W3C, de la communauté des chercheurs du web sémantique, qui avaient proposé une initiative qui s'intitulait Downscaling the Web, faire diminuer l'échelle du web. À Détroit, on fait du web entre machines avec des systèmes mesh. Donc je pense que demain, la question, ça va être comment on va s'adapter et pas comment on va faire perdurer le web encore et encore, alors que les conditions finalement ne vont plus le permettre. Mais donc ça veut dire que c'est un bon effort, mais qu'il faut replacer dans une perspective plus large. Ah, il y en a partout, là. Je sais pas. Vous en êtes où? Bon, je vais commencer, alors. Ouais, bon, merci. Donc, de votre exposé qui a permis d'introduire la notion de commun. Donc, cette notion de commun, elle n'est pas très commune, puisque ça nécessite effectivement de trouver l'espace entre le public et le privé. Mais ce que vous n'avez pas dit, c'est un petit peu la méthode pour que ceci devienne une pensée majoritaire dans la société et assez vite. Puisque, comme vous l'avez fait remarquer, ce n'est pas dans 90 ans qu'il faut trouver la solution, là, et qu'il faut la faire par une adhésion la plus large possible. Donc le commun, c'est une de ses bonnes propriétés, de mon point de vue, c'est que c'est inclusif. C'est-à-dire que quelqu'un qui va participer à un projet commun en fait partie, on devient lui-même un peu responsable et acteur dans sa gouvernance. Donc est-ce que vous avez dans votre propre projet inclus ce type de développement? Alors, j'ai entendu dans la remarque le mot solution. Nous, on ne prétend pas du tout avoir de solution. On a des solutions à un problème. Le fait d'entrer dans une nouvelle époque géologique, ça n'est pas un problème, c'est autre chose. Et donc, effectivement, nous, ce qu'on essaie de penser, ce n'est pas forcément des solutions, ce n'est pas forcément effectivement développer un programme politique permettant d'avoir une large adhésion. Ça peut être critiqué, mais on peut l'expliquer et en discuter. Nous, on essaie plutôt, finalement, de penser l'atterrissage pour qu'il soit le moins douloureux possible et le plus rapidement possible. On n'a pas parlé, par exemple, dans cette intervention, de décroissance. Pourquoi? Parce que, Diego pourra en parler, la décroissance, c'est un programme politique également qui demande du temps à être installé. Je ne pense pas que les conditions politiques pour que ça devienne dominant soient actuellement réunies, y compris à l'échelle mondiale, à l'échelle locale et à l'échelle mondiale. Donc c'est quand même problématique. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on prend en compte cette temporalité qui est compliquée, mais qui est en même temps un élément absolument fondamental, et comment est-ce qu'on essaye de parer au plus pressé dans le temps qui reste. Et cette question du temps qui reste, c'est une question extrêmement, extrêmement importante. Et donc je pense qu'on n'arrivera pas à convaincre largement d'une adhésion à des thèses, que ce soit les communs, que ce soit la décroissance ou que ce soit autre chose, et qu'il faut donc utiliser le temps qu'il reste au mieux. Ok. Il y a au premier rang, tout en bas. Question de notre prochain speaker. Merci, bonjour. Donc Tristan Nito, prochain speaker. Et je prends de l'avance. On connaît tous la théorie du colibri. Il ne peut pas grand-chose, il y a un incendie, mais il apporte juste sa petite goutte d'eau dans son bec. Peut-être que... Est-ce que vous appelez à la théorie du colibri, ou êtes-nous tous des colibris? Ou bien si on entend d'autres points de vue qui disent, par exemple, c'est de la foutaise, le problème n'est pas là, et en fait, en tant qu'individu, on ne peut rien, vous penchez de quel côté?
Ni de l'un ni de l'autre, on n'est pas obligé de prendre les termes de la question en faisant comme si c'était une alternative qui épuisait tout le champ des possibles. Je crois que justement, on n'est pas dans la théorie des colibris où le petit effort individuel maximisé va donner un effet tangible. On n'est pas non plus dans le fait de dire rien n'est possible. Par contre, si des choses sont possibles, c'est en explorant d'autres voies que les voies justement classiques. Donc là, on ne se situe pas dans un programme politique. On ne se situe pas dans l'innovation traditionnelle, la technologie qui va tout résoudre. On ne se situe pas dans l'effort individuel. On propose justement une alternative à ces grandes directions que vous mentionniez. Et d'autant plus, pour finir, il y a quelque chose de relativement simple. Aujourd'hui, on ne peut plus confondre les actes individuels, les gestes individuels avec l'enjeu qui est beaucoup plus large, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les chercheurs vous le disent, le changement climatique ne dépend pas seulement de nos actions présentes. Il dépend déjà des actions passées que l'on a eues. Donc en fait, il faudrait déjà, en plus de ça, rattraper ce que nos prédécesseurs ont fait. Donc là, il y a une logique d'échelle qui est quand même complètement différente. Et c'est pour ça que quand vous voyez, par exemple, l'empreinte écologique des grands groupes de multinationales aujourd'hui dans le monde, c'est une énorme responsabilité face à la production de CO2 dans le monde aujourd'hui. Et ces types d'acteurs sont très rarement en fait convoqués pour adopter des paradigmes justement d'anthropocène, des paradigmes qui prennent en compte au sérieux le changement climatique, etc. Donc nous, on veut parler à ces personnes-là, on veut leur dire que c'est la dernière chance que l'on a aujourd'hui de faire atterrir les organisations, les fonds d'investissement, etc. Et qu'il faut à la fois se soumettre à ces limites planétaires et non pas considérer que l'entreprise, comme dans certaines tribunes ces derniers temps et dans certaines lois qui sont imaginées, par exemple la loi Pacte, que c'est encore l'entreprise qui va résoudre le problème en disant que voilà, ils vont faire rentrer dans leur gouvernance des parties prenantes écologiques, etc. Non, il faut aujourd'hui que les organisations, les entrepreneurs, les entreprises, les innovateurs, les start-upers, les incubateurs commencent à radicalement et très rapidement, en urgence, se soumettre aux limites planétaires. Et c'est un changement complètement, c'est un changement radical par rapport au paradigme précédent. Et juste pour compléter, pour finir ce que vient de dire Diego, donc ce qu'il a précisé sur l'inertie climatique, c'est que les émissions d'il y a 40 ans déterminent le climat aujourd'hui, les émissions de maintenant déterminent le climat dans 40 ans. Donc ça veut dire qu'un homme politique qui agit aujourd'hui agit pour son électorat dans 40 ans, ce qui est évidemment pas tellement ce que nos institutions ont prévu. Donc là aussi, il y a une difficulté qui est une difficulté extrêmement grande. Alors vraiment la dernière. Là-haut. Non mais c'est passionnant, mais... C'est bon ? Non, ouais. Encore une. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence, c'était très intéressant. J'ai cru comprendre que vous aviez expliqué qu'il fallait renoncer à la voiture autonome. J'ai le sentiment que dans le système capitaliste, l'automobile, c'est un lobby important qui a du poids et qui essaye de s'en sortir aujourd'hui avec l'électrique ou avec la voiture autonome, en faisant croire peut-être aux gens que c'est la solution d'acheter encore des voitures moins toxiques. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour qu'un lobby comme le lobby automobile, par exemple aux États-Unis, qui est très puissant, ou en Europe, en Allemagne, qu'est-ce que ces gens qui fabriquent des voitures font de leurs milliers d'employés voilà, c'est quoi la proposition pour eux? Alors justement, on a tout un volet sur l'accompagnement, parce que ça c'est un vrai sujet. On ne peut pas décréter comme ça que la fête est finie et en même temps mettre tout le monde au chômage et se débarrasser de la problématique en disant de toute façon c'est un problème écologique, donc voilà, vous êtes au chômage parce que la Terre l'a voulu comme ça. Non, il y a un volet d'accompagnement sur notamment les ressources humaines, et on envisage par exemple des propositions notamment de loi qui consisterait à faire en sorte que la période de transition de chômage soit volontairement attribuée à des individus qui aient l'envie de se sortir du système et de pouvoir créer des communs, de créer des programmes de transition agroécologique, etc. Donc ça, c'est pour répondre à l'urgence
qui consiste à dire qu'est-ce qu'on fait du salarié qui, à un moment donné, lui aussi prend en compte les problématiques du changement climatique, mais qui en même temps ne peut pas se passer de son salaire. Et ça, il y a plein d'innovations à trouver. Et la deuxième réponse, c'est tout simplement qu'il faut maintenant revenir sur des mesures contraignantes, et notamment légales, et il ne faut pas avoir peur, de mon point de vue, de passer par des logiques d'interdiction qui sont assez radicales. Ça, on l'a vu dans plusieurs États. Et dire que les questions stratégiques, finalement, qui se posent demain pour ces grands groupes, s'ils ne veulent pas atterrir eux-mêmes trop brutalement, c'est des questions qu'on est en train de poser ici et maintenant, pour justement qu'ils anticipent un petit peu des décisions, voire des décisions contraignantes qui pourraient advenir demain. Parler de l'automobile, la voiture autonome, la voiture électrique, d'une certaine manière, ce n'est pas une innovation, c'est juste une itération. L'innovation, ça va être justement dans les mécanismes qu'on va inventer demain pour pallier ces difficultés qu'on a évoquées au cours de cette intervention. Eh ben, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Merci à vous. Bonne patate. On se retrouve dans 5 minutes avec Tristan Nitto pour Quant. Il ne mâche pas ses mots, ça devrait vous plaire.